On peut y aller là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo donc du bilan cinéma de cette année 2024, donc comme je fais chaque année. Et cette fois-ci donc on se retrouve pour la meilleure partie, donc mon top de mes films préférés de l'année 2024, mon top 10, où il y aura bien que 10 films cette fois, contrairement à l'année précédente. Cette fois-ci il y aura vraiment que 10 films. Et on commence sans plus attendre tout de suite avec le numéro 10. Tu habites avec deux hommes ici. Est-ce que vous allez la tuer? Peut-être, oui. Sleep, donc, c'est un film d'horreur coréen avec le fameux acteur, malheureusement j'ai oublié son prénom, qui est décédé malheureusement l'année dernière ou cette année, je crois. Il s'est suicidé malheureusement. Et donc Sleep, c'est donc l'un des derniers films dans lesquels il a joué, qui est sorti en salle en France cette année en 2024. Et c'est un film au départ où j'étais un peu réticent à aller le voir, même si le concept avait l'air intéressant. C'est l'histoire d'un mec qui est somnambule, et petit à petit, quand il est somnambule, au fur et à mesure du film, il va commencer à faire des choses très étranges, voire inquiétantes quand il est somnambule. Et au début, le concept m'intéressait, j'avais envie d'aller voir le film, mais après, dans la période où était sorti le film, moi j'avais beaucoup de travail, et au final, j'ai eu un peu la flemme d'aller le voir. Et au final, je suis allé le voir, et ben voilà quoi, c'est un des films que j'ai le plus aimé cette année quoi. C'était vraiment fascinant comme film. Du coup, comme c'est un film d'horreur, bah, c'est le meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année, ou en tout cas c'est celui que j'ai le plus apprécié, mais je n'avais pas vu beaucoup cette année, mais le film était génial. Tu vois, c'est tout le film, en gros c'est juste une lente montée, une lente progression, jusqu'à une scène finale, tout en rouge, je vous en parlerai à la fin du film, qui est en gros l'explosion, le climax, mais sinon tout le film c'est vraiment qu'une lente montée quoi. C'est au début, le personnage du mari il est somnambule, et il se balade dans la maison, et il mange et il boit un truc, et puis là tu vois au début ça va, tu vois, et après plus ça avance dans le film, plus il est somnambule de manière régulière, plus il va faire des choses étranges, plus ça va être inquiétant, plus sa femme ça va s'inquiéter, tu vois, elle va avoir peur, et donc petit à petit tu vois, ça monte petit à petit, tu vois, et c'est fascinant à suivre, tu vois, parce que du coup bah en gros le film monte sans arrêt, et du coup bah j'ai directement été pris dans le film quoi. Tu décroches jamais de l'histoire, parce que bah, le film ne fait que monter. Pareil aussi pour le personnage de la femme qui va vraiment faire une enquête, ça arrête pas de monter en fait petit à petit pendant tout le film. Tu vois, c'est d'abord elle s'inquiète pas la première fois, puis après la deuxième fois où les somnambules ils vont voir un médecin qui leur donne un traitement, puis après comme le traitement il marche pas, ils vont avoir un autre traitement plus radical, sauf que ça va pas marcher, donc après il va avoir encore un autre traitement encore plus radical, sauf que ça va pas marcher, puis après tu vois, ça monte comme ça à chaque fois, et donc du coup bah à chaque fois ça fait un peu plus peur, t'es un peu plus effrayé. Et c'est pas pareil aussi au terme de paranormal. C'est au tout début du film, on pense juste que bah il est somnambule, donc c'est un problème physiologique, un problème de trouble du sommeil, puis après vu que ça s'accentue, bah, au final ils se mettent à parler de choses, de problèmes scientifiques un peu plus graves, et puis après ça monte, et après là ils vont commencer à évoquer le paranormal, tu vois, genre des petits trucs, enfin d'abord ils vont essayer d'avoir recours à des méthodes un peu mystiques et tout, puis après ça va monter encore, on va parler de paranormal, puis après ça monte, puis on va parler de fantômes et tout, puis après l'enquête va aller plus loin, elle va enquêter un peu sur le passé et tout de l'appartement. Ça arrête pas de monter en fait
le film n'arrête pas de monter, tout le film n'est qu'une énorme progression jusqu'à du coup cette scène finale où la femme, du coup même la femme au fur et à mesure du film elle est très éprouvée par ce qui se passe, puisqu'en plus elle a peur pour son bébé et donc du coup elle se met à enquêter, mais elle devient un peu hystérique aussi à certains moments, donc quand elle parle de choses paranormales, donc du coup le film te fait croire, mais du coup moi j'ai cru aussi, le film commence vraiment à te faire douter d'elle, et donc du coup toi aussi tu te mets même à croire que en fait est-ce qu'il y a vraiment des fantômes, est-ce qu'elle est pas juste en train de devenir folle parce qu'elle est stressée par tout ça, tu vois, donc au début on te fait croire que c'est paranormal, mais après on te fait croire que non, au final peut-être que elle est juste stressée et elle s'inquiète, donc même moi tu vois dans le film j'ai eu un doute, tu vois, je me suis vraiment mis à douter quoi, mais est-ce qu'il y a vraiment un truc paranormal ou pas, ou est-ce qu'elle hallucine ou pas, et quand est arrivée la scène finale justement à la fin où la femme elle a recouvert toute leur maison, enfin l'intérieur de la maison, de plein de talismans d'exorcisme et tout, et toute la pièce est éclairée en rouge, et elle se met à faire un long monologue et tout, hystérique à son mari et tout, pour essayer de le convaincre, puisque son mari croit pas du tout au paranormal, pour essayer de le convaincre qu'il y a un fantôme et tout. Quand j'ai vu cette scène, j'ai été... vraiment, j'ai été scotché à mon siège, quoi, parce que c'est le climax. Cette scène, c'est l'aboutissement de toute la montée du film, et quand t'arrives à cette scène, tu vois, en plus c'est une scène de 15 minutes, je crois, où elle parle de manière extrêmement passionnée et tout, ils sont piégés dans la pièce, et... Non, c'était vraiment prenant comme film, et j'ai bien fait d'aller le voir au final, puisque j'avais un peu la flemme, mais au final j'ai bien fait d'aller le voir, parce que c'est un des films que j'ai le plus aimé cette année, et voilà, c'était trop cool. Et maintenant, le numéro 9... ハッピーデスデーとかオーリューニードイズキルみたいな。ああ、そうです。そこは恋はデジャブでしょ。日曜。バカ月曜だよ。終わんねー。最悪の1週間。 Comme à lundi, ça pour le coup, il y a eu une critique de ce film sur ma chaîne, donc c'était en mai-juin 2024 à peu près. J'en avais parlé, voilà, c'est un film japonais sur une boucle temporelle, et donc tout l'objectif c'est de sortir de la boucle temporelle, voilà, donc je vous redirige vers ma critique que j'avais fait pour avoir un peu plus de détails sur mon avis sur le film, mais c'était trop bien, voilà, les histoires de boucle temporelle, c'est toujours... un super terrain de jeu pour les scénaristes pour imaginer plein de scènes, plein de blagues, de gags, plein de moments assez divertissants, tu vois. Donc c'est une histoire évidemment où on est tout de suite pris dedans, on est tout de suite pris dans le délire, tu vois, dans l'aspect répétition, et on a envie de savoir comment ça finit. Donc ouais, c'était trop bien tout simplement. Voilà, j'ai kiffé le film du début à la fin sans m'arrêter. Et maintenant le numéro 8. Scadouche. Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Kung Fu Panda 4, ça c'était la toute première critique de la chaîne, je m'en souviens. J'ai pu revoir Kung Fu Panda 4 plusieurs fois dans l'année, au début de l'année, parce que j'avais beaucoup aimé le film, et même après l'avoir revu plusieurs fois, je continue à dire que c'est un bon film. Je trouve toujours que le film est vraiment très très bon, parce que je suis un des seuls youtubeurs en France, mais aussi même dans le monde peut-être, puisque aux États-Unis aussi, j'ai vu pas mal de critiques qui n'ont pas aimé le film. Je vais être un des seuls qui a aimé Kung Fu Panda 4, c'est parce que tout le monde l'a détesté, l'a trouvé moyen, malheureusement, mais moi je continue à dire que c'est un très bon film, et je passe toujours un très bon moment devant, donc c'est là aussi, j'ai une critique, donc vous pouvez aller la voir si vous voulez avoir plus de détails sur ce film, mais moi je trouve toujours le film très bon, on trouve toujours le style des 3 premiers films, il n'y a rien qui a changé, enfin justement il n'y a pas de changement par rapport au premier film, c'est toujours le même univers, le même ton, le même style, les mêmes personnages, il n'y a pas de trahison, ils font pas non plus n'importe quoi avec l'univers, avec les personnages, ça reste toujours très bien, et non, c'est toujours un film que je trouve très cool, hein, et franchement je trouve que les critiques négatives qu'il y a eu sur ce film sont assez exagérées, voilà, franchement les gars, faites pas la fine bouche, hein, je suis désolé, mais même là aussi, c'est en termes de film d'animation, même en termes de film, tout court, toi, en termes de DreamWorks, j'ai vu tellement pire. Je trouve ça un peu exagéré, toute la haine que se reçoit Kung Fu Panda 4, mais je pense que c'est simplement parce que Kung Fu Panda, le film a déçu les gens qui avaient beaucoup d'attentes, et comme le film, bon, c'est vrai, était un peu moins bien que le 3, et comme le film ne leur a pas donné ce que eux voulaient, forcément ils ont été déçus, mais franchement, il est pas si horrible que ça, faut arrêter, quoi. Je suis désolé, mais le film est vraiment... Même en termes de construction de symboles, il est exactement comme les 3 premiers films, tu vois, rien que le fait, tu vois, j'en avais pas parlé dans ma critique, mais justement d'avoir cette construction où tu as Po
qui ne veut pas changer, qui veut continuer à être le guerrier dragon, et Zen qui a peur de changer, et on les oppose à la caméléone qui a le pouvoir de changer tout le temps. Tu vois, c'est rien que ça, tu vois, d'un point de vue thématique, tu vois, sur la symbolique, les méchants et les gentils, tu vois, se rejoignent et s'opposent, tu vois, c'est rien que ça, c'est travaillé, tu vois, c'est comme les méchants, enfin, comme les 3 premiers films Kung Fu Panda, et je suis désolé, mais ce genre de construction, c'est pas un truc qu'on retrouve dans tous les films et dans tous les blockbusters, hein, en termes de symboles, il n'y a pas tous les blockbusters qui ont ça, tu vois. Même pareil aussi, le fait que la caméléone, tu vois, elle puisse se changer en plusieurs personnes, et dans l'écriture aussi du personnage, la caméléone, c'est un mélange de tous les méchants des premiers Kung Fu Panda, tu vois, puisque elle veut se venger de tous les maîtres de Kung Fu comme Tai Lung dans le 1, elle va spoiler des gens pour avoir leur métal et construire des armes comme Shen dans le 2, et elle a la capacité de voler le pouvoir d'autres maîtres comme Kai dans le 3, tu vois, donc et comme justement ce Kung Fu Panda 4, c'est la dernière aventure de Po en tant que guerrier dragon, du coup je trouve ça intéressant d'avoir écrit la caméléone comme, dans son écriture, comme étant un mix de ces 3 précédents méchants, tu vois, ça a du sens. Et je suis désolé, c'est pas tous les blockbusters qu'on voit, notamment Marvel et DC, qui ont autant de travail, tu vois, qui ont autant de recherche. Tu vois, même Tai Lung aussi, Tai Lung, ça a du sens de le faire revenir, parce que c'est la dernière aventure de Po en tant que guerrier dragon. Et Po avait vaincu Tai Lung dans le premier film, et en faisant ça, il était devenu guerrier dragon. Et là, dans ce film, il cesse d'être guerrier dragon, et il fait la paix avec Tai Lung, tu vois, donc ça rejoint le premier film, tu vois, il y a un symbolique. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant d'avoir ramené Tai Lung, parce que c'est aussi le film où Po va faire la passation du guerrier dragon à une autre personne. Et justement, Tai Lung, son truc dans le premier film, c'est qu'il voulait absolument devenir guerrier dragon, donc ça a du sens de le ramener lui et de lui donner un peu plus d'importance que Shen ou Kai, tu vois, là ça a vraiment du sens, c'est vraiment bien construit, et je trouve toujours que ce film est assez bon, tu vois, et j'aurais aucun mal à le revoir quand il sera en DVD, je l'achèterai, je le reverrai avec beaucoup de plaisir, et j'attends énormément les suites, parce que oui, c'est le début d'une nouvelle trilogie, et une nouvelle trilogie qui promet d'être assez bonne, notamment pour quelques petits foreshadowing, setup qu'ils ont mis dans ce 4e film, qui pourrait avoir de l'importance dans le 5e et le 6e, je pense que ça sera très intéressant. Et maintenant passons au numéro 7. Let's fucking go! Let's fucking go. Deadpool et Wolverine, voilà, donc voilà, c'est Deadpool, c'est c'est la même essence, le même humour, les mêmes gags basés sur le sexe et sur le gore, tu vois, c'est toujours comme dans les 2 premiers films Deadpool que j'avais vraiment bien aimé, ouais, un peu plus le 1, et là tout revient dans ce film-là, mais poussé vraiment un peu plus loin, puisque t'as le côté multivers avec Wolverine, donc Hugh Jackman qui revient, et aussi tous les caméos qu'ils font, et ça apporte vraiment du coup ça fait quelque chose de différent par rapport aux 2 premiers films Deadpool, et là ça apporte vraiment quelque chose de différent, et de plus par rapport aux 2 premiers, que je trouve vraiment intéressant, et j'ai vraiment adoré ce film dans tous les sens du terme, quoi. L'humour, c'est l'humour irrévérencieux, ça marche toujours aussi bien, quoi. Le début où il va déterrer le cadavre du film Logan, là, de Wolverine, pour se battre avec son squelette en adamantium, tu vois, genre c'est marrant, c'est ultra marrant et gore, et en même temps c'est aussi intelligent, tu vois, parce que le corps de Wolverine il est entièrement en métal, du coup il s'en sert comme une arme, tu vois, c'est bien pour ça, et en plus c'est drôle, et tout le film aussi j'ai trouvé était extrêmement bien mis en scène, et être extrêmement, notamment dans le montage, dans le rythme et dans les scènes d'action, tu vois, ils arrivent bien à iconiser chaque personnage dans chaque scène d'action, et ils arrivent bien à les mettre en scène. Pareil aussi, j'ai trouvé aussi en termes de musique, il y a souvent des musiques et des chansons ironiques qui vont rythmer le film, les différentes scènes d'action, et il y a beaucoup de moments où tu vas avoir une scène d'action, puis une chanson, puis la chanson va s'arrêter, il va y avoir quelques petits coups, puis la chanson va reprendre. J'ai trouvé globalement dans l'ensemble, dans le ressenti, j'ai trouvé que aussi en termes de montage et de rythme, et la manière aussi dont vous avez disposé les chansons, c'était ultra bien fait dans le film, ça apportait vraiment beaucoup de rythme, ça permettait vachement d'iconiser beaucoup de scènes d'action et de moments qui avaient l'air simples en soi, mais qui au final, avec cette mise en scène, rendent encore mieux. Et le film aussi super créatif. Enfin, genre tout le passage dans le vide où ils s'affrontent près d'une statue de la Fox, tout le passage où ils arrivent dans le camp
qui en fait est un Ant-Man géant mais décédé et tout, et quand il s'ouvre t'as le squelette à l'intérieur, tu vois, sauf que ça en fait ça fait comme une base, tu vois, genre c'est ultra fun, c'est ultra bien recherché, et le film aussi arrive à avoir énormément de cœur, notamment à la fin. La dernière séquence, quand t'as Deadpool et Wolverine ensemble dans la machine, ça rend vraiment très bien, et là aussi justement le montage, le rythme et les chansons, enfin la manière dont ils ont construit la scène avec le montage, j'ai trouvé que ça rendait très très bien, c'était vraiment émouvant, et non, le film était vraiment super cool, c'était un très bon kiff, et c'était vraiment génial. La scène, je repense là où à la fin où Deadpool il prend Nice Pool pour s'en servir comme pour se protéger de tous les tirs qu'on lui envoie, mais il utilise ça comme prétexte pour le tuer, mais toute la scène, toute cette séquence, ça m'a fait hurler de rire au cinéma. Enfin, j'ai pas hurlé, mais j'étais tellement mort de rire devant cette scène, c'était génial, quoi. En plus le jeu, enfin la fausse modestie, enfin la fausse gentillesse dont il fait preuve pour essayer de le rassurer et tout, alors qu'il est vraiment en train de le tuer, c'est ah non mais c'était génial, quoi. J'ai explosé de rire littéralement vu la scène, mais ouais, non, c'était vraiment un très bon film, Deadpool. Et maintenant on passe au numéro 6. Le moment est venu de nous dresser ensemble, tous unis. Transformers, le commencement. Là aussi, j'en ai fait une critique il y a 1 ou 2 mois, je crois, et donc je vous redirige vers la critique pour avoir beaucoup plus de détails sur ce que je pense du film, mais là aussi un film que j'attendais pas du tout, et que j'avais pas du tout prévu d'aller voir, et qui au final s'est révélé très très bien. C'était un très bon kiff, ce film. Ça apporte aussi de la nouveauté d'être sur Cybertron pour une fois, alors qu'avant on était tout le temps sur Terre. Mais ouais, non, là aussi, une bonne surprise. Un très très bon film, action, émotion, humour, c'est la trinité, les 3 ingrédients d'un excellent blockbuster, et ça marchait très bien. Donc vous pouvez aller voir ma critique pour avoir plus de détails sur ce que je pense. Très clairement un très bon film, et je reverrai encore quand il sortira en DVD ou à la télé, ça c'est sûr. Et maintenant le numéro 5. その怪物は許しちゃくれない。ゴジラ-1 Godzilla -1. Alors ça aussi, ce film-là, j'en ai pas parlé, et c'est un peu particulier, parce que pour moi, c'est un des films que j'ai le plus aimé de 2024, parce que j'ai vu en 2024, mais en fait, le film à la base est sorti en 2023, au cinéma, puisque vous voyez qu'il a eu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, mais pour la cérémonie de 2024, parce qu'en fait le film est sorti en 2023, et il est sorti en France en 2023, je crois en octobre-novembre 2023, voilà, dans ces eaux-là. Donc à l'époque, en 2023, enfin fin 2023, j'avais pas eu le temps d'aller voir le film, puisqu'il sortait que pendant 2 jours, et sur un niveau de ça, enfin très peu de salles, mais après, il est au final ressorti en salle en début 2024, donc en janvier, sur 2 semaines, et là dans beaucoup plus de cinémas, notamment les cinémas UGC où je vais. Sur 2023, il était diffusé dans aucun cinéma UGC. Donc en 2024, j'ai pu aller voir le film pendant ces 2 semaines, et du coup, pour moi, c'est un film de 2024. Donc je compte dans un film de 2024, donc il est dans le top 2024, voilà. C'est comme ça. Après, justement, comme c'est un des tout premiers films que j'ai vu au début de l'année, mais à l'époque j'en avais pas fait de critique, parce que le film sortait que sur 2 semaines, et j'avais pas le temps d'en faire une critique, et je me disais que faire une critique sur un film qui allait rester que 2 semaines, ça allait pas servir à grand chose. Mais comme du coup j'ai vu en janvier 2024, là on est en décembre 2024, du coup ça fait quasiment 1 an que j'ai vu le film, et j'ai vu qu'une seule fois. Du coup mes souvenirs du film sont un peu loin, tu vois. Donc du coup c'est pour ça aussi j'ai un peu eu du mal à le mettre dans ce top par rapport à d'autres films que j'ai vus plus récemment, mais quoi qu'il en soit, c'est sûr et c'est clair et net que c'est un des films que j'ai le plus aimé en 2024, parce que c'est très différent de tous les autres films Godzilla que j'ai pu voir, parce que là c'est un film japonais, et là c'est un film qui est essentiellement un drame, puisqu'on va se concentrer sur essentiellement des personnages humains après la Seconde Guerre mondiale, donc du point de vue japonais, et donc on suit comment les Japonais se reconstruisent, comment ils essayent de retrouver une nouvelle vie avec les réfugiés qui ont perdu leur famille mais qui vont se retrouver et former une nouvelle famille. Et donc le film est essentiellement de leur point de vue, donc c'est essentiellement un drame humain,
Et c'est vrai qu'il est tout de suite ultra attachant dans le film, c'est que c'est très, justement, c'est rapporté sur les émotions, les sentiments, c'est très dramatique. Et suite à cela, t'as l'arrivée de Godzilla en plus, qui va rajouter une couche, malheureusement, sur tout le monde, et va donc créer tous les problèmes qu'on a dans le film. Parce que, au final, le film est concentré pendant 1h30 sur les humains, et au final, Godzilla, on le voit que pendant une demi-heure, donc c'est... Ce qui est aussi un peu particulier, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était les critiques que beaucoup de gens faisaient sur les Godzilla américains. Celui de Roland Emmerich et celui des années 2010, tu vois, ont beaucoup critiqué le fait que les films s'attardaient trop sur des humains et pas assez sur Godzilla. Et ben là, dans ce film Godzilla, on le voit que 3 fois dans le film, donc on le voit 30 minutes, même pas, sur un film de 2 heures, et tout le reste du film est centré sur les humains. Mais là, comme c'est japonais, personne n'a moufté. Enfin bref. Le film est donc hyper bon parce que c'est ultra attachant. Les personnages sont ultra attachants, donc on s'attache directement à eux, à l'univers et à leur histoire. Et du coup, c'est un vrai film catastrophe parce que du coup, toutes les scènes où tu vois Godzilla, bon, il n'y en a que 3, mais quand il y a Godzilla, c'est vraiment tendu, c'est vraiment effrayant. Le côté aussi divertissement, destruction marche très bien, c'est assez prenant, et c'est très prenant. Moi j'ai pas décollé les yeux de l'écran pendant une seule seconde du film. J'étais vraiment pris dans le truc à chaque instant, et la fin aussi du film avec la musique et tout qui revient, je veux dire, ça marche très très bien dans le film. Tu sens vraiment du coup le côté ultra sombre et dramatique des enjeux avec les personnages qui sont de simples humains qui doivent essayer de battre Godzilla. Et là, vu qu'on est en 1940, il y a toute la technologie en moins qu'il y a dans les films récents, donc du coup ça rajoute encore de la difficulté, des enjeux en plus, donc du coup tu ressens vraiment l'émotion et le côté tendu des enjeux, notamment à la fin quand ils mettent tout un plan en place pour préparer Godzilla, et à la fin quand ils sont sur les bateaux et qu'ils mettent bien en place tout leur plan avec la musique qui démarre en plus, c'est vraiment épique pour le coup, ça marche vraiment très bien, et non, c'était vraiment un super film, quoi. Même si je l'ai vu qu'une seule fois il y a 1 an maintenant, je m'en souviens encore, et je me souviens que j'ai passé une excellente séance et un très bon moment devant ce film, c'était génial. Et maintenant, le numéro 4. What did you do? What I had to. Sonic 3, le film, ou Sonic le film 3, que j'ai vu il y a 2 jours, donc c'est un des films les plus récents, vu que il est sorti le 25 décembre à Noël. En fait, à chaque fois, chaque film Sonic est meilleur que le précédent. Et là, celui-là, mais... Mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon, quoi. C'était vraiment un énorme kiff. Et déjà avec le 2, le 2 était déjà allé beaucoup plus loin que le 1, et je me disais qu'ils avaient déjà fait beaucoup dans le 2, et je voyais pas comment ils pouvaient faire encore plus. Bon, après, ils ont annoncé l'arrivée de Shadow, mais là, dans ce 3e film avec Shadow, ce qu'ils en font, ça va encore plus loin que tout ce qu'on a pu voir dans le 2, et vraiment c'est assez ouf, quoi. Le film, c'est vraiment 2 heures, enfin non, il dure 1h40, c'est 1h40 d'action, non-stop, très bien rythmé, voilà, t'as bien 3 actes, t'as une bonne gestion du temps et du rythme et tout. Dès le début, il y a Shadow qui s'échappe, et au bout de 5 minutes, Sonic et tout doivent aller l'arrêter à Tokyo, et donc directement, dès le début, c'est parti, on est parti pour 1h40 d'action non-stop, et ça marche ultra bien, quoi, et c'est ouf. Le film est ouf, tu vois, c'est toujours aussi drôle comme les premiers, c'est toujours aussi fun et décomplexé, quoi, notamment avec le personnage de Eggman. Ils te font, comme dans les 2 premiers films, des scènes surréalistes avec Jim Carrey qui danse et tout, tu vois, et qui fait n'importe quoi, et c'est toujours aussi fun, et les scènes d'action sont toujours aussi cool, divertissantes, et juste décomplexé et fun, tu vois. C'est genre, par exemple, t'as toute une scène où ils vont aller dans une pièce récupérer un objet, et dans la pièce, t'as différentes plaques qui vont générer différentes gravités, tu vois. Donc t'en as certaines qui vont faire léviter des personnages, et d'autres qui vont les faire, qui vont les plaquer au sol, tu vois. Et c'est pas vraiment logique, et c'est pas vraiment justifié que t'aies une pièce comme ça qui crée des dalles à différents niveaux de gravité, mais c'est juste, ils l'ont fait parce que ça fait une scène fun, tu vois. T'avais une scène où t'as des personnages qui sont plaqués au sol, et donc ça crée des moments drôles. T'as d'autres personnages qui flottent dans les airs, et juste c'est une scène fun, et on s'amuse, quoi. Le film se lâche, et c'est dingue quand même que ce soit un film Sonic, surtout des films pour enfants comme ça, qui soient aussi divertissants, aussi bien faits, et aussi fun, tu vois. Non mais,
quand même. Quand tu vois tous les autres blockbusters pour adultes qu'on a, Marvel et DC, que j'aime bien, mais ou même Godzilla x Kong, tu vois, genre tu vois Godzilla x Kong, c'est un film, t'as quand même des singes géants qui s'affrontent dans une ville, mais c'est jamais fun, tu vois, c'est jamais divertissant, ils en profitent jamais. Et là dans Sonic 3, ils se lâchent à fond et ils font tous les trucs qu'ils veulent juste pour s'amuser, tu vois, ils te mettent des trous noirs, ils te mettent des combats dans la ville avec Shadow sur une moto et tout, c'est fun, c'est ultra cool, alors que ce film, c'est tous les petits trucs d'écriture de films d'action ultra simples et basiques qu'on a déjà vu plein de fois, mais là adapté à l'univers de Sonic, et ça marche malgré tout quand même ultra bien, tu vois, t'as tout le truc où les personnages, donc du coup, t'as les trucs assez classiques entre donc le héros qui va devoir s'associer à l'ancien méchant des premiers films, t'as une scène où les personnages donc vont devoir s'infiltrer dans un centre de recherche high-tech pour récupérer un objet, t'as aussi le truc assez classique de l'association de malfaiteurs, donc on a plusieurs méchants qui vont s'associer ensemble, tu vois, c'est tous les trucs un peu classiques qu'on a déjà vu dans les films d'action, sauf que là c'est adapté à l'univers Sonic, et ça marche malgré tout super bien, tu vois, le film est ultra efficace, ultra fun, et j'ai surkiffé, quoi, à chaque instant, c'est un des films les plus fun que j'ai vu cette année, et la fin... Mais vous savez, c'est déjà dans le deuxième film, avec Sonic qui devient Super Sonic avec les émeraudes du chaos, c'était déjà assez fort. Sauf que là, dans ce film-là, t'as Shadow, et vous savez, vous l'avez vu si vous avez joué aux jeux vidéo ou dans les séries, que Shadow aussi peut utiliser les émeraudes du chaos et se transformer en Super Shadow. Et ils s'en privent pas dans le film, puisque t'as Super Sonic et Super Shadow en même temps, et ils te font des combats, mais c'est vraiment pour le coup des combats d'animé, mais en 3D pour le coup, tu vois, et pour le coup ça passe très bien parce que c'est de l'animation 3D en fait. C'est Shadow et Sonic qui sont aussi en 3D, mais du coup c'est de l'animation 3D photoréaliste, mais ça serait même de l'animation 3D, quoi. Donc du coup passer de combats ultra cool d'animé en 2D à là des combats du coup qui sont de l'animation 3D, forcément oui ça rend très bien, tu vois, c'est pas étonnant. Mais je pense justement que si ça avait été des humains, tu vois, genre des humains qui se battent comme ça aurait été tout de suite un peu plus compliqué à mettre en scène. Mais bon là du coup, vu que Shadow et Sonic sont des hérissons et qui sont en animation 3D, forcément ça rend très bien. Et les combats, ils sont tellement ouf. C'est genre, t'as une scène où Sonic il est plaqué contre une montagne, et il prend l'élan et il part très loin d'un coup, et en partant ça repousse la montagne d'un coup derrière lui, et ça ouvre une énorme crevasse de lave, tu vois, genre, mais c'est ouf, ça vraiment, là pour le coup ça avait vraiment des combats dingues, tu vois, et du coup comme Shadow et Sonic en mode super, ils sont super rapides, tu les vois qui se téléportent 4 coins du monde, tu vois, genre ils se donnent 2 coups, puis hop ils se tapent et ils se téléportent à un autre coin du monde, tu vois, et ça fait vraiment des combats ultra cool, un peu comme à l'animé, tu vois, justement, comment ils filment les ralentis sur les visages des personnages, ou sur les coups de poing, sur les ondes de choc et tout, c'est vraiment ultra cool. Et après quand même t'as carrément Sonic qui donne un coup de poing à Shadow, et il l'emmène sur la lune, et ils vont se battre sur la lune, c'est dingue. Et en même temps, t'as aussi tout un côté ultra émotionnel, dramatique, encore plus que les deux premiers qui marchent très bien, tu vois, genre parce que forcément il y a toute l'histoire de Shadow avec Maria qui est assez dramatique, qui est la même que l'histoire des jeux et de la série, tu vois, moi j'avais vu cette histoire adaptée dans la série Sonic X, donc c'est l'histoire où Shadow s'associe avec Gérald qui est revenu d'entre les morts, et Eggman, et ils vont sur une station spatiale dans l'espace du coup qui peut tirer un laser et qui menace de détruire la Terre. Ça c'était dans 2-3 épisodes de la série. Allez, ça suffit, tu ne vas pas plus loin que ça. Et là du coup c'est grosso modo ce même scénario qui est repris pour Sonic 3. Mais ça rend très très bien, et du coup il y a aussi du coup tout cet aspect dramatique et émotionnel qui rend les enjeux encore plus forts et encore plus prenants, parce que du coup il y a vraiment une histoire très sombre et très dramatique autour de Shadow, et même autour de Eggman et de son père, tu vois, enfin de son grand-père du coup. Au début il traite ça vraiment comme une blague parce que c'est Jim Carrey et il fait son show, mais après il commence vraiment à traiter ça de manière plus terre à terre et sérieuse, parce que t'as aussi l'agent Rock, tu vois, genre qui était vraiment le comic relief dans les 2 premiers films, le serviteur de Eggman, sauf que là dans le premier film ils ont vraiment essayé de l'humaniser, tu vois, c'est vraiment, même lui il le développe,
parce qu'en gros, il devient jaloux du coup que le docteur Eggman passe moins de temps avec lui, passe plus de temps avec son grand-père, et il devient jaloux, tu vois, mais il traite ça vraiment comme un drame, tu vois, à premier degré, pour vraiment créer de l'émotion avec le personnage, tu vois, et je m'y attendais pas du tout, tu vois, c'est vraiment, dans les films Sonic, il crée vraiment de l'émotion de manière sincère, tu vois, avec du coup Dr. Robotnik, et aussi avec l'agent Rock, qui est vraiment c'était vraiment une blague, ce personnage, depuis les 2 premiers films. Mais là, du coup, il le rend vraiment sérieux, il lui donne vraiment un vrai drame et des vraies émotions premier degré. Et tu fais, mais waouh! Et au final, le personnage, bah, il devient touchant à la fin. Il m'a ému avec sa relation avec le Dr. Robotnik et enfin Eggman, du coup, et tu fais, mais c'est sérieux, ça marche. C'est ouf, hein, t'as aussi une phrase que j'ai trouvé très belle, qui était assez recherchée, tu vois. C'est c'était dans le passé, quand Shadow il est avec Maria, à un moment t'as Maria qui lui dit ah oui Shadow, regarde les étoiles, la lumière elle met des années à venir jusqu'à nous, alors qu'en fait si ça se trouve bah, l'étoile elle est déjà éteinte, tu vois. C'est comme la lumière elle met des dizaines de milliers d'années à arriver, enfin des centaines d'années à arriver jusqu'à nous, bah au final tu regardes la lumière d'une étoile mais qui ça se trouve est déjà éteinte, tu vois. Et après, à la fin, cette citation, elle revient à la fin, avec Sonic qui dit que, bah oui, on perd nos êtres chers, tu vois, mais leurs souvenirs et l'amour qu'on avait pour eux, et ben ils restent malgré tout, tu vois. Comme bah, la lumière d'une étoile qu'on continue à voir, nous, sur Terre, malgré le fait que bah, l'étoile qui produit cette lumière est peut-être déjà éteinte, tu vois. Bah, là, c'est comme tu continues à avoir de l'amour pour l'être cher que tu as perdu, via tes souvenirs, malgré le fait que tu l'as perdu, tu vois. Donc Shadow qui a perdu Maria, et Sonic qui a perdu l'oncle, tu vois, et tu fais, mais... Enfin, je me suis dit, mais oui. Enfin, c'est le parallèle entre l'amour que tu reçois, malgré l'être cher qui est perdu, mis en parallèle avec l'étoile et la lumière et tout, tu fais, mais c'est censé, en fait, le parallèle, il marche, et c'est émouvant, et c'est dramatique, et ça marche bien, et c'est bien écrit, et tu fais, mais ils ont vraiment écrit une bonne citation, une bonne phrase profonde et réellement émouvante avec Sonic, tu fais, mais ils sont trop forts. C'est parce que enfin, j'ai vraiment trouvé cette réplique belle, quoi, c'était beau. Le parallèle et tout, il marche et il est censé, et c'est bien écrit et c'est beau. Et tu fais waouh, quoi. Et tu vois aussi qu'il y a aussi des trucs où je me demande que en fait, depuis le début, ils avaient parfaitement écrit leur trilogie Sonic, tu vois, enfin leur saga Sonic. Parce que tu vois, déjà dans le premier, t'avais une scène où Sonic, il jouait au baseball tout seul, et dans le 2, il jouait une nouvelle fois au baseball, mais avec Knuckles et Tails, donc ça montrait son évolution, ça montrait que maintenant il avait des amis. Et là, pour le coup, bah, t'as aussi une scène au début du film où Sonic, il retourne dans son terrier, dans sa caverne du premier film, tu vois, qu'il a abandonné. Et donc du coup, tu dis, mais ouais, en fait, ça crée un truc cyclique et tout, il revient à ses origines un peu, du coup, il voit que il est plus tout seul, il voit le chemin qu'il a parcouru, tu vois, et tu fais, mais... En fait, ils ont écrit leur histoire Sonic depuis le début, les scénaristes, ou parce que c'est... Enfin, j'ai du mal à croire qu'ils aient improvisé comme ça au fur et à mesure sur les 2-3 films, tu vois, ça peut être possible, mais soit ça veut dire que c'est des génies, ils ont réussi à improviser une bonne histoire qui se tient au fur et à mesure, ou soit alors ils ont prévu leur histoire de Sonic depuis le début, tu vois, mais du coup, les deux options, elles sont un peu particulières, tu vois, t'as du mal à y croire, mais force est de constater que c'est le cas, quoi. Ils ont bien fait leur truc, ça marche super bien. Et ils ont déjà prévu un 4ème Sonic. J'irai le voir. Je serai le premier jour dans la salle, parce que là, ce 3ème film, j'ai surkiffé. Les enfants, ils ont vraiment de la chance, tu vois. Nous les blockbusters pour adultes qui veulent absolument être réalistes et terre à terre, bah, ils oublient d'être fun et divertissants et d'être intéressants. Bah eux, Sonic 3, les films pour enfants, eux, ils font ça. Moi j'aimerais bien aussi voir le même investissement dans mes films, enfin dans les films pour adultes, entre guillemets. Les enfants, ils ont vraiment de la chance, hein, d'avoir des films comme Sonic 3, et enfin moi aussi, hein, parce que je suis quand même un peu un grand enfant, et si Sonic 3 c'était vraiment super cool, et la suite, elle a l'air très prometteuse aussi, puisque bah, c'est devenu une tradition un peu maintenant dans les films Sonic, où maintenant à chaque fois, à la fin d'un film Sonic, dans la scène post-générique, ils introduisent un nouveau personnage. Donc dans le 1, ils introduisaient Tails, dans le 2, ils introduisaient Shadow, et là dans le 4, ils introduisent un nouveau personnage encore. Parce que oui, hein, si vous avez vu les séries, ou si vous avez déjà joué à des jeux Sonic, il y a encore beaucoup de personnages de l'univers de Sonic qu'on n'a pas encore vu, enfin dans les films en tout cas, et là dans ce 4ème film, dans ce 3ème film à la fin, après là on a Sonic, Tails, Knuckles, Shadow, Eggman. À votre avis, comment elle s'appelle, celle qui vient juste après?
Voilà, quoi, c'est évident. C'est Styx, bien sûr. Voilà, mais non, vous rigolez. Enfin, évidemment, vous savez qui c'est celle qui vient juste après. Donc Sonic 3, énorme kiff, j'irai déjà le revoir parce que là j'ai vu qu'une seule fois, il faut que j'aille reprendre une dose, c'était super cool. Et ouais non, je vous le recommande chaudement, en plus il vient de sortir il y a quelques jours, c'était vraiment un bon gros kiff, c'était ultra cool. Et maintenant on passe au numéro 3. Cela concerne plus que les ancêtres, plus que notre village. L'océan tout entier compte sur nous. Vaiana 2, alors pour le coup celui-là aussi j'en ai parlé sur ma chaîne, donc j'en ai fait une critique il y a un mois maintenant. C'est la suite donc du très bon film Vaiana de 2016 de Disney, et donc là ils sont revenus avec une suite qui est excellente. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, c'était très très cool, les chansons sont très très cool, l'histoire est très très cool, l'humour aussi, l'action, le drame, tout marche encore une fois super bien. Je vous redirige vers ma critique si vous voulez avoir plus de détails sur ce que je pense du film, mais non, c'était vraiment un très bon film. J'ai passé un très très bon moment. J'ai déjà vu 2 fois parce que je voulais là aussi réentendre les chansons dans une salle de cinéma et tout. C'est très très cool et c'est toujours un bon moment. Je rigole toujours bien. La fin aussi avec Maui et tout qui se prend un éclair. Mais toute la fin, tout le climax, comme la fin aussi du premier film, elle est toujours ultra bien menée, ultra tendue, très dramatique. Ça marche très très bien. C'est ultra épique. C'était vraiment très très cool. Et maintenant, le top 2. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Ça aussi, j'en avais déjà fait une critique il y a un peu plus d'1 mois, je crois, à peu près. Donc là aussi, vous pouvez aller la voir pour avoir un peu plus de détails sur tout ce que j'ai pensé du film, tout ce que ça m'a apporté, sur la technique, la mise en scène, l'univers, toutes les références enfin, toutes les choses auxquelles ça m'a fait penser en termes de jeux vidéo. Tout est dans la critique, mais c'est clairement des films que j'ai le plus aimé de cette année. C'était, encore une fois, comme j'avais dit dans ma critique, je me suis totalement laissé aller par le film. J'ai été bercé du début à la fin. C'était magnifique. Hein. Je suis allé le voir 3 fois au cinéma parce que je voulais clairement revivre l'expérience. C'était super cool et non, je sais même plus quoi dire, c'était vraiment super cool. Encore une fois, allez voir ma vidéo, ma critique, je dis tout ce que j'ai à dire sur le film, hein, c'était vraiment quelque chose et non, c'était vraiment une réussite. Voilà, non, j'ai rien d'autre à dire, voilà, c'était génial, j'ai surkiffé. Après, si vous avez vu ma critique, enfin, si vous l'avez pas vu, mais si vous l'avez vu, dans ma critique, j'avais dit que à l'époque, Flo, c'était mon film préféré de l'année. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film Flo et quand j'ai fait ma critique, c'était mon film préféré. Et j'avais dit que ce serait difficile de trouver un autre film qui serait encore meilleur d'ici la fin de l'année, puisque c'était en novembre à peu près que j'ai fait ma critique. Et donc j'ai dit que ça allait être mon film de l'année, c'est sûr. Sauf que bah là, comme vous le voyez, il est que top 2 de ce top 10. C'est pas mon film préféré de l'année, Flo. Et bah du coup, ma critique, je vais avoir l'air un peu bête dedans parce que j'avais dit que ça allait être dur de faire mieux que Flo et dans le mois de décembre, j'ai trouvé un autre film que j'ai encore plus aimé que Flo. Flo qui est déjà exceptionnel, mais il est que top 2, c'est pas mon film préféré de l'année. Et donc, sans plus attendre, passons au numéro 1. À mon film préféré de 2024, celui que j'ai le plus aimé de toute cette année. C'est le magicien qui devrait avoir peur de moi. Wicked, partie 1, c'est là aussi, comme avec Transformers aussi, comme avec d'autres films, c'est un film que j'attendais pas du tout. Quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'intéressait pas trop, parce que je connaissais vaguement l'histoire, je savais que c'était tiré d'une comédie musicale, je l'avais jamais vu, mais on m'avait parlé un peu de la comédie musicale quand j'étais en
première ou en terminale, en cours d'anglais. Enfin, en tout cas, on en avait parlé au lycée, donc je savais que ça existait, je savais grosso modo quelle était l'histoire, mais j'avais jamais vu. Donc quand j'ai vu, quand j'ai vu la bande-annonce au cinéma, je savais tout de suite de quoi ça allait parler, enfin, puisque je connaissais l'histoire de base, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Mais après, comme j'avais vu beaucoup de critiques positives sur le film, et comme j'ai vu qu'apparemment c'était une comédie musicale, ce qui montre pas du tout dans la bande-annonce, au final, ça a attiré ma curiosité sur le film, et donc comme j'étais pas sûr après, vu que la bande-annonce me donnait vraiment pas envie, je me suis dit, je vais écouter les chansons sur YouTube, vu que c'est une comédie musicale, et je verrai si ça me donne envie ou pas d'aller voir le film. Donc du coup, j'ai écouté toutes les chansons qu'on peut retrouver dans ce film, et je les ai adorées. J'ai beaucoup aimé les chansons de Wicked, même les chansons que j'aimais pas trop au début, au final, plus je les écoutais, plus je les aimais. Et donc du coup, à force d'écouter et d'aimer les chansons, au final, j'ai vraiment fini par beaucoup aimer les chansons. Donc après, je me suis dit, allez, je suis curieux quand même, tentons et donnons sa chance au film, et je vais aller le voir. Et donc je suis allé le voir, et c'est le film que j'ai le plus aimé cette année, quoi. C'est le top 1. C'est... Vraiment, de tous les films que j'ai vus cette année, il n'y en a aucun que j'ai autant surkiffé plus que Wicked. C'est ça que je voulais dire. J'étais pas prêt, je m'attendais pas du tout à ce que le film soit comme ça, parce que le film, pour le coup, c'est vraiment un film pour enfants. En fait, c'est vraiment un dessin animé, un Disney, parce qu'il y a aussi le côté comédie musicale, mais en live, tu vois. Et vraiment dans la mise en scène, dans la musique, dans l'écriture, dans les personnages et tout, ça fait vraiment film d'animation pour enfants, mais en live, et j'ai adoré cet aspect-là, c'est vraiment magique et féerique. Pour le coup, c'est approprié vu que ça se déroule dans un monde merveilleux quand même, mais vraiment dans la mise en scène, dans l'histoire, dans la manière dont les émotions sont traitées dans les personnages, ça fait vraiment dessin animé et tout, et c'est vraiment féerique, tu vois. Et j'ai adoré ça. On n'a pas beaucoup ce type de film en ce moment, et même en général, j'en ai pas vu beaucoup qui soient comme ça, et c'était vraiment merveilleux de voir ce film. La comédie musicale, les chansons sont géniales. Quand je les ai écoutées sur YouTube, il n'y avait que la musique, la chanson, il n'y avait pas les clips, mais là, les voir enfin avec les scènes de danse sur grand écran, c'était génial, et c'est tout ce qui ne montrait pas en fait dans la bande-annonce, en fait. Dans la bande-annonce, ils te vendaient Wicked un peu comme un film, comme un blockbuster de fantasy un peu classique. Nouveaux étudiants, bienvenue à l'université de Cheese. Ici, vous devrez vous attendre à l'inattendu. Du coup, comme la bande-annonce avait été classique et te vendait un film un peu classique, ça me donnait pas trop envie. Mais au final, le film n'est pas du tout comme dans la bande-annonce, en fait. Et c'est ouf. C'est ouf, ouais, c'est ouf parce que du coup, j'ai adoré ce film. Je suis déjà allé le revoir une deuxième fois parce que il fallait absolument que je revoie Wicked. Là aussi, j'avais besoin d'avoir une nouvelle dose, et je vais déjà aller le revoir une troisième fois parce que j'ai envie d'en profiter encore autant qu'il est au cinéma. J'ai envie d'aller le revoir tant que j'ai du temps parce que c'était fabuleux ce film, c'était merveilleux. Et j'ai vu aussi le film en VF. Pour le coup, parce que le truc aussi un petit peu particulier avec ce film, c'est que pour une fois, dans une comédie musicale, les chansons ont aussi été traduites en VF, ce qui est un truc qui se fait pas du tout dans les comédies musicales. Enfin, ça se faisait à l'époque, tu vois, c'est notamment, je sais pas, quand tu regardes Chantons sous la pluie, qui est sorti en 1952, dans la VF de Chantons sous la pluie de l'époque, la VF traduisait aussi les chansons. Je chante sous la pluie, je danse sous la pluie. Pareil, il y a aussi la mélodie du bonheur, The Sound of Music, ça aussi c'est 1965. Dans la VF aussi de l'époque de la mélodie du bonheur, les chansons étaient aussi traduites en VF. Quand on sait les notes, on chante tout ce qui nous chante. Sauf que, avec le temps, ce genre de choses, ça se faisait plus du tout. Et je sais pas, quand tu regardes La La Land par exemple, qui est sorti en 2016, dans le film, dans la VF, quand les personnages parlent, ils parlent en français, mais quand ils chantent en anglais, tu vois. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est assez inhabituel d'avoir du coup des comédies musicales étrangères, pour le coup, qui sont traduites en français. Enfin, ça se fait dans les dessins animés justement, mais là, dans les films en live, ça se fait pas du tout. Mais là, pour le coup, comme je l'ai dit, vu que Wicked, c'est littéralement un Disney, un dessin animé en live pour les enfants, là, pour le coup, en fait, c'est totalement approprié que les chansons, l'aspect comédie musicale, soit traduit
pardon, en français, tu vois. Et c'est, comme je vous l'ai dit, je suis allé le voir le film en VF, parce que j'avais pas mal écouté les chansons en anglais et je voulais voir ce que ça donnait en VF. La VF était très bien, pour le coup, hein. J'avais vraiment beaucoup aimé les chansons en VF, ça passe très très bien. Populaire, tu deviendras populaire. Je t'apprendrai les bonnes façons de parler aux garçons et comment on bâtit folle. Danser sans fin, pourquoi tu rabâches? Moi je lâche et me détache de tout. Peu m'importe, mais on sait que rien n'importe. Quand j'irai le magicien, j'aurais fait mes preuves. Voir un vrai magicien, c'est avoir surmonté tant d'épreuves. Et mais quand je suis allé voir les films au cinéma, bah dans la salle, il y avait moi, voilà, c'est les mecs de 24 ans, et t'avais aussi autour de moi dans la salle beaucoup d'enfants. Donc pour le coup, les traducteurs, ils ont eu le nez creux et ils ont vu juste, hein, ils ont bien fait de traduire le film, enfin aussi les chansons en VF, et je les aime bien en VF, hein, je trouve que ça rend très bien, mais même globalement, même toute la VF justement du film, je trouve qu'elle est vraiment excellente, tu vois. C'est notamment la VF de Elphaba et de Glinda, du coup, j'ai pas retenu le nom des comédiennes qui font leur voix parler et chanter, mais ça passe ultra bien. J'avais dit typiquement que ce film c'était un Disney un peu en live, mais vraiment en fait, quand je vois ce film, je ressens vraiment le côté film d'animation pour enfants, mais en live pour le coup. Parce que en fait c'est vraiment c'est l'atmosphère en fait qui est amenée avec la mise en scène, les personnages et tout, qui fait vraiment dessin animé et féerique pour le coup, et qui marche très très bien, tu vois. Par exemple, le meilleur exemple que j'ai, c'est t'as la musique, comme j'ai dit, qui va aussi beaucoup accompagner tout ce qui se passe dans le film, accompagner les personnages d'action, ce qui se fait beaucoup dans les dessins animés, mais t'as aussi juste le personnage de Glinda, enfin de Galinda. Le personnage, c'est typiquement un archétype de dessin animé, tu vois. C'est l'archétype, le personnage de la pain-bêche qui est accompagné de ses deux serviteurs et tout, fille populaire au lycée, qui va embêter l'héroïne. Ça, typiquement, c'est un genre d'archétype qu'on retrouve que dans les dessins animés. Marinette du Puncheng. Oh, et voilà, c'est reparti. C'est ma place. Mais Chloé, j'ai toujours été assise ici. Ben c'est fini. Nouvelle rentrée, nouvelle place. Alors, Sissi, quelques mots pour le journal de l'école avant le grand événement? Non, rien du tout, dégage. Je ne suis là que pour les pros du 20h. J'ai pas de temps à perdre avec la classe biberon. Moi, je vais me faire faire une splendeur par le meilleur coiffeur du monde, l'inégalable Jean Edgar. Il fait fureur à Hollywood, toutes les stars se l'arrachent. Seul un grand maître de classe internationale aura le doigté nécessaire pour donner un petit plus à ma chevelure de rêve qui fait tant jalouse. Ça ne tient pas à grand-chose. Une ondulation imperceptible, un léger flou artistique. Parce que dans ce film, c'est vraiment exagéré, tu vois. C'est pour ça que je dis que ça fait cartoon, ça fait dessin animé, tu vois. Mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé, en fait. C'était vraiment très cool. En fait, c'est Wicked. C'est exactement à ça qu'auraient dû ressembler les remakes live action de Disney, tu vois. C'est tous les remakes de films d'animation, de contes que Disney a fait. Il y en a certains qui étaient pas mal, hein, genre Cendrillon ou Aladdin, que j'ai bien aimé, mais c'est des films qui quand même manquaient un peu de féerie et de magie par rapport au dessin animé, tu vois, parce que les remakes Disney, ils veulent absolument être dans l'air du temps, post-moderne, réaliste et terre-à-terre. Mais du coup, oui, voilà, c'est un conte de fées réaliste, bien sûr, mais du coup, forcément, en faisant ça, ils enlèvent de la magie et de la féerie, tu vois. Dans Aladdin, dans le remake d'Aladdin, il y en avait encore un petit peu, mais il n'y en avait pas autant que dans Wicked, tu vois, parce que là, Wicked, c'est vraiment, ce film, c'est un conte de fées féerique, merveilleux, en live, et c'est exactement comme ça que les remakes Disney en live auraient dû être, en fait. Ils auraient dû être comme Wicked. Sauf que c'est pas Disney qui l'a fait, c'est Universal, un de leurs concurrents. C'est la honte. Et bien sûr, j'irai voir la partie 2, hein, parce que oui, c'est à la base, c'est adapté d'une comédie musicale, la comédie musicale ayant 2 actes, et ils ont fait un film pour chaque acte, donc là on a eu la première partie, et l'année prochaine, en novembre 2025, on aura la partie 2, et que j'irai la voir. J'irai la voir le premier jour, la première séance, dans le premier cinéma, j'irai voir le film, voilà. Alors que j'avais pas du tout envie de voir ce film-là, mais là, Wicked partie 2, enfin c'est Wicked for Good, il s'appelle la suite, c'est le film que j'attends le plus de l'année prochaine, quoi, déjà. Parce que là, la première partie, c'est mon film préféré de 2024, la suite, c'est le film que j'attends le plus de 2025, c'est sûr. Voilà, donc là, quand je tourne la vidéo, on est encore en décembre, donc Wicked est encore pas mal diffusé dans les cinémas, donc je vous incite énormément à aller le voir, c'est parfait en plus pour les fêtes de fin d'année, c'est quand même cette année, on a eu Wicked,
Vaiana 2, Sonic 3, les enfants ils sont gâtés quand même pour Noël en 2024, c'est très bien. Et donc voilà, c'est avec Wicked qu'on termine ce top de mes films préférés de 2024. C'est très inattendu, hein. C'est au tout début de l'année, c'était mon film préféré, c'était Godzilla Minus One et Kung Fu Panda 4. Et jamais je me serais attendu à ce que ce soit Wicked au final, le film que j'aime le plus de l'année. Tu vois tout le chemin que j'ai fait durant cette année. Enfin, tout le chemin, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, quoi, c'est comme ça. C'est jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au mois de décembre, on peut toujours être surpris par un film et ça peut changer le top. Voilà, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon top, des films dont j'ai parlé si vous les avez vus. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et en attendant, moi je vous dis très bonne année 2025. Salut!